ces regards croisés entre le Canada et la France. Donc, la parole va être à Luc. Luc, peut-être nous entends-tu? Alors, ce n'est pas pour te faire peur, mais des milliers d'yeux sont braqués sur toi. D'accord. Est-ce que j'y vais? Oui. Ah, merci, désolé. Oui. Bon, ben d'abord, merci infiniment de l'invitation pour participer à ce colloque-là. Ça me Que fait tu connais vraiment, bien. vraiment plaisir de pouvoir participer avec vous à ces réflexions-là. Puis bon, entre autres, qu'est-ce que le rétablissement a changé? Ben, si je pense au Québec, ben, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé le rétablissement. D'abord, mon Dieu, comment vous dirais-je un peu, il arrive des choses extraordinaires. D'abord, l'Université Laval va m'octroyer, imaginez-vous qu'un schizophrène comme moi, qui n'a pas d'études, je vais recevoir un doctorat honoris causa cette année. Félicitations. Merci beaucoup. De l'Université Laval, un doctorat honoris causa de la faculté de pharmacie qui fête son 100e anniversaire. Je pense que c'est un signal fort que cet institut-là veut envoyer sur le rétablissement d'abord, sur le savoir expérientiel. Les patients partenaires, les pères aidants sont maintenant choses qu'on doit développer, puis qu'on doit aller de l'avant, puis qu'on doit écouter beaucoup. Parce qu'on a développé énormément la paire aidance et depuis, je vous dirais, plus de 2-3 ans, on a développé la paire aidance famille. D'ailleurs, je tiens à saluer Julie Coulomb qui est dans la salle avec vous, qui est ma collègue paire aidante famille. On s'est parlé tantôt. C'est vraiment extraordinaire maintenant. Il y a plusieurs dans les urgences, dans des groupes communautaires où vous savez, les familles arrivent, sont complètement dépourvues, ne savent pas quoi faire, mais les pères aidants familles sont vraiment essentiels. Tout comme les pères aidants personnes qui sont là essentiellement. Le rétablissement a amené chez nous aussi dans les facultés de soins, là, médecine, infirmière, infirmiers, pharmaciens, travailleurs sociaux, etc. Maintenant, il y a des pères aidants qui enseignent, des pères aidants qui donnent des cours. Là. On a dépassé l'époque où on allait faire un témoignage et on nous disait merci, va-t'en chez vous. Maintenant, on s'assoit avec les responsables de la faculté et on conçoit un cours. C'est ça qui est merveilleux. Et on donne un cours et ces étudiants sont évalués puis sont notés sur ce qu'on dit. Ils sont obligés de nous écouter, c'est fantastique. Entre autres, un pour les futurs médecins, c'est d'apprendre à dialoguer avec le patient, d'apprendre à parler avec le patient. Puis ce qu'on leur dit, c'est que le patient, c'est le seul expert des conséquences de la maladie sur sa vie. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul expert des conséquences du traitement sur sa vie. Donc, maintenant, quand on rencontre un professionnel, c'est deux experts qui se parlent. Et ça, c'est fondamental, c'est important. Également, d'inclure la famille, c'est-à-dire que moi, je vis avec ma femme, donc c'est important qu'elle soit au courant de ce que je... Tout comme en santé physique. En santé physique, chez nous, au Québec, bon, on reçoit la famille, puis on les intègre. Par contre, en santé mentale, bon, là, on les met à la porte, hein, comme s'ils dérangeaient. Mais maintenant, il faut changer ce paradigme-là. Parce qu'on vit ensemble, puis c'est ensemble qu'on va se rétablir. Alors pour moi, c'est vraiment important et fondamental.
Donc, bon, chez nous aussi, il y a des réformes dans la santé, comme il y en a partout dans tous les pays du monde. On en vit une, encore une fois. Donc, la notion de la santé mentale n'y échappe pas. Et ça vient bouleverser, je vous le dis, ça vient bouleverser les pratiques. Il y a aussi de la résistance, il faut le dire, hein. Il y a des gens, le changement, ils aiment pas ça. Il y a des gens qui, on va être obligé de travailler avec des patients, puis bon, il y en a que ça dérange, littéralement. On a eu, comme vous, là, des griefs syndicaux, donc des syndicats qui ont essayé de nous mettre à la porte. Mais Dieu merci, on est allé devant les tribunaux administratifs, puis on a gagné, on a gagné. On a gagné aussi le droit de se syndiquer dans le réseau de la santé. Donc, on est syndiqué. Ça amène beaucoup parce que ça amène, vous savez, des fonds de pension, ça amène des journées de maladie, ça amène la protection d'emploi. Parce que souvent, les gens qui ont des troubles mentaux, ils ont des emplois précaires, puis sont à la merci de l'humeur des employeurs ou des gestionnaires, mais avec la syndicalisation, bien, ça amène quand même une certaine protection, puis ça, je suis très content, vraiment. Ça bouge énormément les choses. Également, justement, cette semaine, chez nous au Québec, il y a beaucoup de préoccupations au niveau des forces policières. Comment intervenir auprès des gens qui ont des troubles mentaux. Donc, ça, c'est présentement très discuté ici au Québec. Ça fait beaucoup la une. Il y a des projets de loi à ce sens-là. Vous savez, les gens qui ont des troubles mentaux puis qui commettent des délits mineurs, ben, faut arrêter de leur donner des contraventions, puis faut arrêter de les traiter comme des criminels. Faut les aider, il faut les soigner, ça c'est important. Et aussi, il faut éviter que certains qui malheureusement peuvent commettre des gestes regrettables, ben, il faut être là avant que ça arrive. Donc maintenant, les services de police travaillent en étroite collaboration avec la santé. Bon, c'est pas parfait, là, c'est sûr qu'il reste beaucoup à faire, mais il y a un début de quelque chose qui est vraiment, que je trouve intéressant à tout le moins de commencer, hein, parce que, vous savez, j'habite la ville de Québec, on est environ 600 000 personnes hein, ici. Et la police de Québec fait environ 5000 interventions santé mentale. Donc, ils ont des policiers qui sont spécialement formés, justement, pour éviter ces problèmes-là. Aussi également, ce qui a beaucoup changé, ce que le rétablissement a beaucoup amené, ben, c'est au niveau du travail. Mais ça, je vous avoue qu'il reste beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup trop de chômage chez les gens qui ont des troubles mentaux, mais on commence un peu à en discuter. On commence un peu à vouloir mettre des mesures d'accommodement, justement, parce qu'on sait que les mesures d'accommodement en santé mentale, c'est pas l'argent, hein, c'est vraiment du soutien, d'aide personnalisée qui aide les personnes à intégrer la- le milieu du travail. Voilà. Puis moi, ben, personnellement, je m'implique beaucoup au niveau de la stigmatisation, euh, puisque c'est encore très présent. Ça, je dois vous dire que c'est encore très présent. La stigmatisation est encore très présente. Je travaille avec les gens de Bordeaux, entre autres, là, avec Antoinette Proto puis Kevin Marc Valéry sur ce sujet-là. Parce qu'on nous dit que selon la littérature, hein, nos plus grands stigmatiseurs, c'est nos soignants, hélas. Et nos soignants sont aussi dans la négation. Ils ne reconnaissent pas qu'ils stigmatisent, mais euh, tu sais, quand ils disent, ben, va pas travailler, t'es bien comme ça, ou t'es bien là, dans ton appartement qui est tout à fait minable, puis personne ne voudrait vivre là, mais... Donc, il faut changer ces mentalités. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la contention, qui est malheureusement chez nous au Québec très présente. Et ça, pour moi, tu sais, l'Organisation mondiale de la santé a clairement dit que c'était de la torture, hein, contentionner les gens de force.
alors qu'il existe tellement d'autres méthodes, tellement de choses extraordinaires qu'on peut éviter. Donc, pour moi, ça reste beaucoup, beaucoup à faire. Et je peux vous dire que la présence des pères aidants dans les équipes de soins, ça a été une révolution. Puis c'est ce qui a fait avancer beaucoup les choses. Parce qu'avoir quelqu'un tous les jours devant soi qui vit le rétablissement, ben, ça fait tomber beaucoup de préjugés, ça fait tomber beaucoup de choses négatives à cet égard-là. Luc, Fait que je suis vraiment très positif. Oui, je pense que mon temps a été écoulé, c'est ça? non, on arrive un peu à la fin du temps imparti pour ton témoignage. Est-ce qu'on peut te poser une question Oui, allez-y, Alors, allez-y. en fait, tu nous as un peu dit tout ce qui avait avancé du côté des droits, du côté des pères aidants, du côté de la formation de policiers, etc. Et ce qui n'avait pas avancé du côté de la stigmatisation, par exemple, entre autres, et de la contention. Et donc, Oui. si tu devais dire finalement, ça va quand même plutôt dans le bon sens, même s'il y a des choses à la traîne, ou bien, on en est toujours au même point et ça m'inquiète un peu. Ben, je vous dirais que parce qu'on a beaucoup de dialogues présentement avec les gens du ministère, avec des institutions, avec des chercheurs qui sont aussi préoccupés par la contention. Enfin, j'ai bon espoir. Autrefois, c'était une fin de non-recevoir, c'est comme ça, puis c'est tout. Mais maintenant, les gens savent que quand on contentionne une personne, on induit un traumatisme à vie. Oui. Donc, c'est pas rien. Là. Donc, je suis confiant qu'avec les chercheurs qui sont dans le dossier, la volonté de changer, il y a des choses qui vont bouger au cours des prochaines années. Merci Luc, merci infiniment. Bienvenue. Tu restes avec nous et on continue maintenant la session avec Claire Leroy-Attala. Non, on m'entend bien. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à ces rencontres de réhab à Marseille. Et merci de me permettre d'intervenir après Luc Vigneault et avec Philippe Amotte, même si je partage avec vous l'énorme stress que ça représente. Et je disais à Philippa, j'ai l'impression que c'est comme si on me demandait de chanter une chanson après Kanye West et avant Taylor Swift. Voilà. Donc voilà, je le partage avec vous, ça vous donne une petite idée de l'état dans lequel je suis. Mais tout va bien se passer. Cette intervention, on l'a fait avec Philippa 2 ans après, en fait, une première intervention que nous avions faite lors de Réhab à Angers, où on nous avait demandé de parler du rétablissement et finalement du chemin qui reste à parcourir. Et on avait évoqué à cette occasion le changement profond de paradigme, nous dirait Bernard Pachou, que le rétablissement porte en lui et que l'on vit à chaque instant de la réflexion que l'on mène sur l'évolution des pratiques en psychiatrie et que je trouve on a bien senti dans les différents ateliers qui ont lieu depuis ce matin. La commande qui nous a été passée 2 ans plus tard, c'est, comme a commencé à le faire Luc, de faire un espèce d'état de lieu de ce qui s'est passé, ce qui a changé depuis ces 2 ans. Alors avec Philippa, quand Jean-Philippe nous a demandé ça, on a dit on ne va pas pouvoir faire ça. On n'a pas ni la prétention ni les moyens de dire aujourd'hui ce qui a changé, mais ce que l'on peut raconter, c'est ce que l'on a vu, nous, pendant 2 ans, en allant auprès des équipes, des professionnels, des personnes accompagnées, des services un peu partout en France. On a pas mal pris le train avec Philippa
pour essayer de partager, de rencontrer les professionnels, d'apporter de la connaissance, de témoigner sur finalement comment on les déploie, ces pratiques orientées rétablissement, comment on s'y prend et qu'est-ce que ça vient faire bouger comme ligne pour chacun de nous individuellement, collectivement et institutionnellement. Et donc, ce que peut-être je peux vous raconter, et Philippa viendra en rebond à ça, c'est ce qu'on a vu, nous, pendant 2 ans, et comment, finalement, on a été en dialogue dans les équipes pour parler du rétablissement. On a eu 3 et demi manières d'intervenir sur le thème du rétablissement. La première manière, c'était assez classiquement en proposant de la formation pendant 2 jours et demi pour tous les professionnels qui interviennent dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Le deuxième levier d'intervention, c'était de proposer des temps de partage d'expériences proches de l'analyse des pratiques professionnelles autour d'une méthodologie d'intelligence collective qui s'appelle le co-développement et coloré rétablissement. Le troisième levier, c'était d'accompagner des équipes et des institutions à voir finalement comment elles étaient organisées et faire évoluer l'organisation de ces services pour essayer de ne pas être un obstacle au rétablissement. Et il y a un quatrième projet qui est dans les tuyaux et qui nous tient particulièrement à cœur, qui est de dire comment on transmet la connaissance sur le rétablissement aux personnes qui sont accueillies dans les services, accompagnées dans les services du social et du médico-social. Donc, on a pendant 2 ans arpenté les services avec ces différentes actions. Et souvent, on fait un retour d'expérience quand on fait de la formation ou qu'on initie des projets. Là, je me suis posée, puis on s'est posé un peu avec Philippa pour se dire finalement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu. Et c'est ça que je vais vous partager là pendant les 10 minutes, 5-10 minutes qui restent. Un petit mot pour vous dire que, et c'est pas anodin, ça va colorer les observations qu'on a faites par la suite, que notre point de départ est finalement l'intention avec laquelle on a proposé d'aller échanger avec les professionnels sur le thème du rétablissement, c'était de se dire que ce concept, il est assez facile à comprendre, que la pensée du rétablissement est facilement appropriable par tous, mais beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile à mettre en œuvre dans les pratiques au quotidien. Et là, c'était notre expérience au sein de l'association Clubhouse France et plus particulièrement du Clubhouse à Paris, qui nous avait enseigné l'exigence, la précision et l'engagement que supposent ces pratiques orientées rétablissement. Le deuxième point de départ, c'était de ne pas perdre de vue que le rétablissement, c'est une philosophie de l'action, c'est une philosophie du soin, c'est une philosophie de l'accompagnement. Et que cette philosophie-là, elle guide la pratique. Et que donc, la priorité, c'est d'être très au clair avec les valeurs, avec les principes qui organisent les pratiques orientées rétablissement. Et que notre projet pédagogique, c'était de dire comment faire pour que les professionnels aient finalement une grille, une boussole extrêmement claire de laquelle ils vont pouvoir partir pour inventer leurs pratiques, pour imaginer leur posture, pour trouver leur levier d'accompagnement. C'est en se référant à des valeurs, à des piliers. Et donc, on a organisé nos interventions à partir de 5 grands piliers qu'on n'a pas du tout inventés, qu'on a repris des écrits sur le sujet, que sont l'espoir, la reprise du pouvoir d'agir ou empowerment, le soutien par des pairs et le recours à la paire-aidance, l'attention portée sur les forces et 5 piliers, 5 minutes, et la redéfinition identitaire.
Alors, qu'est-ce que l'on a vu au cours de ces formations et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? C'est que, oui, comme je l'ai dit, il y a une forme d'exigence et d'engagement. Et en fait, cette exigence et cet engagement, ça fabrique en premier lieu de l'enthousiasme, du réengagement professionnel et de l'attractivité. Et alors, on a une personne qui a participé à une de nos formations qui est venue nous voir juste avant que l'on monte sur scène et qui nous a fait énormément de bien et qui nous a dit « ça a été très important pour moi, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces deux jours parce que j'ai perçu des choses de mon métier nouvelles et qui m'ont redonné beaucoup d'envie d'agir et d'avancer sur le sujet ». Ça redonne de l'espoir à des professionnels qui sont parfois usés par la difficulté du métier, la charge émotionnelle qu'ils portent. Et ce que l'on voit, c'est à quel point finalement ça réactive des valeurs humanistes, des enjeux de respect de dignité, de respect des droits auxquels les professionnels sont très attachés, ont parfois perdu de vue dans la complexité de l'organisation des services ces dimensions-là. Et pourtant, c'est celles qui souvent les ont motivées à faire le métier qu'elles font. Et donc, ce que l'on sent, c'est un réalignement en termes de valeurs. Et alors là, je prends ma casquette plutôt prévention des risques psychosociaux, mais on sait à quel point être connecté et aligné avec les valeurs professionnelles dans lesquelles on exerce son métier, eh ben, ça fait du bien à sa santé mentale. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça soulage, ça allège des professionnels qui parfois sont responsables de tout, notamment du bonheur des personnes qu'elles accompagnent ou de la vie réussie qu'on avait imaginée pour elles, là où les pratiques orientées rétablissement nous parlent finalement d'un partage de responsabilités et où l'objectif pour les professionnels n'est pas de permettre à personne de pas réussir la vie à la place de la personne, mais de permettre à la personne de se réengager dans la vie qu'elle a choisie. Ça apporte des idées, de la créativité. Or, on sait que face au risque de chronicisation, d'institutionnalisation et aux enjeux de vivre avec, on a besoin d'idées nouvelles, d'espaces d'innovation et de créativité. Et puis, ça apporte de la reconnaissance à des professionnels qui, finalement, pour lesquels ce concept de rétablissement résonne à titre personnel également. Et donc, finalement, ça crée de l'horizontalité et de l'empathie dans la relation. Je vais terminer. Ce que ça soulève quand même comme question, c'est qu'on a des professionnels parfois qui sont un peu seuls, qui du coup deviennent des espèces d'ambassadeurs du changement, qui ont plein d'idées, plein d'envies, et se posent pour eux la question de qu'est-ce que je transmets de tout ça, comment j'embarque mon collectif de travail sur le sujet. Ça met de la lumière sur la complexité des enjeux d'autodétermination et comment on fait pour soutenir l'autodétermination des personnes, alors que par nature, la relation d'accompagnement, elle peut fabriquer une forme d'aliénation, de dépendance ou d'incapacité à agir ou de faire à la place d'eux. Et puis, troisième point, ça pose la question du niveau d'acceptabilité de la prise de risque dans son service. C'est-à-dire que le rétablissement, c'est faire les choses, c'est expérimenter pour que la personne puisse reprendre confiance dans ses capacités à mener sa vie, à vivre sa vie. Et par nature, cet espace d'expérimentation suppose un risque inhérent à la vie et qui est parfois perçu comme très risqué par les professionnels, en tout cas pose la question de leur responsabilité. Et donc ça vient interroger les organisations sur ce registre-là et on ne peut pas laisser les professionnels seuls face à un sentiment de risque perçu pour lequel ils auraient une responsabilité. Tu me donnes 1 minute encore, s'il te plaît, pour dire une chose. Il me semble que là où ce qu'on voit en termes de déplacement pour les professionnels qui est extrêmement fort, c'est que finalement, on a beaucoup dit on parle de rétablissement médical, de rétablissement social, et que finalement, il y avait un espace qu'on pouvait objectiver dans le rétablissement. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, l'enjeu, c'est quand même d'aller dans un espace de rétablissement qui est un espace très subjectif, qui est dans une dimension finalement beaucoup plus existentielle de la vie que les personnes souhaitent
pour elles, de la vie qu'ils considèrent être la bonne pour elles, de la vie qu'ils ont envie de choisir pour eux. Et c'est ça qu'on essaye de faire émerger chez des personnes qui parfois ne savent plus. Et ça suppose non pas de mettre la personne au centre du dispositif, comme on peut entendre souvent à l'ARS ou de certains programmes. Finalement, on dit la personne est au cœur du dispositif, elle est au cœur des réponses. Ça demande au contraire à tous les professionnels et tous les proches de se déplacer et de se mettre aux côtés de là où est la personne et de là où elle va engager son chemin de rétablissement et de mener son chemin à ses côtés, le chemin qu'elle aura choisi, elle. Je vous remercie de votre attention. Moi, je me mets debout, comme ça, si je tremblote un peu, je peux m'accrocher au pupitre. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Philippa Motte et je voudrais commencer peut-être par vous dire un petit peu à partir de quelle expérience je parle. Moi je suis concernée par un trouble psychique qui a vraiment pris une tournure sévère depuis l'âge de 20 ans et qui a percuté ma vie à plusieurs reprises et j'ai eu des expériences de soins douloureuses. C'est pas l'objet de cette prise de parole, mais c'est important de le préciser. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui, à la base, a construit son parcours de rétablissement contre le système, en opposition avec la réponse que le système m'avait faite, et j'ai développé un regard sévère sur le système institutionnel en réaction, et peut-être que je me rends compte un peu par la suite certains préjugés, mais en tout cas, j'étais habitée par un esprit critique extrêmement développé et par le sentiment d'avoir vécu des choses qui m'avaient heurtée, et comme la contention, l'isolement, enfin voilà, c'est pas l'objet aujourd'hui. Et la première fois que j'ai entendu parler du rétablissement et de la paire-aidance, c'était en 2010, au sein de l'association Clubhouse France, qui est une des premières associations en France qui s'est implantée en ayant à cœur d'incarner ces valeurs du rétablissement. Et dès 2010, au sein du Clubhouse, on parlait de rétablissement, on parlait de paire-aidance. Et c'est la première fois que je me suis engagée dans le champ de la santé mentale, d'abord bénévolement, en faisant des témoignages, et puis après, professionnellement, j'ai eu envie de travailler. Et les premières fois où j'ai travaillé dans le champ de la santé mentale, le hasard a fait que c'était en entreprise. J'ai fait des formations en entreprise sur les enjeux d'insertion, de maintien dans l'emploi, sans forcément dire que j'étais concernée. Mais donc là encore, je suis pas retournée dans le monde institutionnel. L'entreprise est une institution, mais les enjeux de santé mentale sont très différents dans les entreprises. Et dans ma tête, je me disais, moi, jamais je pourrais aller travailler dans des services de soins, dans des services d'accompagnement. Je savais même pas, j'allais dire, le terme médico-social, exactement ce que ça signifiait. Je faisais mon petit bout de chemin, et le hasard de la vie, s'il en est, a fait que, alors que pendant les 10 premières années de mon engagement dans le champ de la santé mentale et de mes activités professionnelles dans ce champ-là, j'étais plutôt éloignée du monde hospitalier ou du monde de l'accompagnement médico-social. Là, bam, depuis 3 ans, en fait, à travers les actions de formation qu'a décrite Claire, et aussi dans 2 cadres, je vais prendre le temps de les préciser, mais en fait, depuis 2 ans, mon expérience professionnelle m'a vraiment amenée à redécouvrir et à rencontrer le monde institutionnel au sens du soin et des acteurs médico-sociaux. Dans le cadre de ces formations orientées rétablissement, imaginez-vous, je suis allée dans des services intra-hospitaliers, je suis allée dans des SAMSA, dans des hôpitaux de jour, dans des maisons d'accueil spécialisées. Il y a des gens qui travaillent dans des appartements thérapeutiques qui sont venus se former, et donc une diversité de métiers. Voilà, j'ai redécouvert, re-rencontré des psychiatres, des internes en psychiatrie, des psychologues, des éducateurs, des neuropsys, des infirmiers, des chargés d'insertion professionnelle dans un cadre complètement différent de celui dans lequel je les avais rencontrés. Et encore dans un autre domaine, il y a les formations et le travail que je fais avec Claire, et il y a aussi une association qui s'appelle les Ailes Déployées qui m'a confié, qui m'a dit voilà, on voudrait créer une unité, une plateforme dédiée à la paire-aidance pour proposer une offre de paire-aidance aux différentes unités par lesquelles on est constitué. Et donc là, dans ce cadre-là, en même temps de monter un collectif qui s'appelle le collectif Hors Pair, un collectif de paire-aidants, j'ai eu l'opportunité de faire des immersions
dans des hôpitaux de jour pour adultes, pour adolescents, pour jeunes adultes, services d'emploi accompagnés, SAMSA. Et en fait, je prends le temps d'écrire tout ça parce qu'en fait, depuis 2 ans, j'ai littéralement été plongée dans ce monde institutionnel. J'ai découvert vos métiers, vos préoccupations, la réalité de vos organisations, vos modalités d'action. Et j'ai découvert ça tout en étant dans le rôle de quelqu'un qui devait faciliter le développement des pratiques orientées, rétablissement et de la pérédance. Alors franchement, pour moi, j'ai envie vraiment de souligner déjà à quel point c'est passionnant pour moi de partir de là d'où je suis partie et de redécouvrir ce monde comme je suis en train de le redécouvrir. Je me souviendrai toujours d'une phrase qui était écrite sur le fronton de la bibliothèque Sainte-Geneviève quand j'étais étudiante en histoire. C'est une phrase d'Aristote qui dit « La première forme de connaissance, c'est de s'étonner que les choses sont comme elles sont ». Et donc vraiment, j'ai beaucoup appris à votre contact et je me suis beaucoup étonnée de vos systèmes d'organisation et je les ai vraiment redécouverts. Et je voudrais vous faire un petit retour qui n'est pas un retour technique, qui n'est pas un retour scientifique, qui est un retour expérientiel en fait. Parce que voilà, pour moi, c'est vraiment une rencontre. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est peut-être la première chose que je voudrais vous partager. C'est que comme le prône les principes du rétablissement, on gagne toujours à rencontrer les personnes en tant que personnes. Et moi, j'ai rencontré les professionnels en tant que personnes. Au-delà de tous leurs titres, au-delà de leurs fonctions, de quelle était leur formation, pendant les 2 jours de formation que j'ai passés avec presque plus d'une centaine de personnes, en fait, voilà, j'ai fait tomber les stéréotypes et j'ai rencontré des hommes et des femmes engagés dans leur métier. Il y a des fois ça grince, parfois les formations orientées rétablissement ou sur la pérédance, c'est un peu comme les hospitalisations en psychiatrie. Il y en a qui sont venus de leur plein gré et puis il y en a qui ont été un petit peu contraints à s'inscrire. Mais globalement, franchement, j'ai été très agréablement surprise et ça me permet de continuer mon processus de rétablissement, de rentrer en empathie avec vous et de me réconcilier avec vous. Et j'ai beaucoup d'estime pour les hommes et les femmes que je forme et pour la manière dont ils m'écoutent et dont ils reçoivent mes témoignages, ma parole et mes suggestions. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que ce que j'ai réalisé, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a comme un jeu des contraires. C'est-à-dire que les pratiques orientées rétablissement, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant au quotidien. Ça demande de l'attention à de multiples petits détails dans la façon dont on s'adresse à l'autre, dans ce qu'on lui propose, dans la façon qu'on a de l'écouter. Ça demande d'être toujours en action, d'être force de proposition et en même temps d'attendre que la personne vienne, parfois avec des gens qui sont très anéantis par des traitements qui sont très lourds. Donc c'est un grand engagement et une très grande exigence de la part des professionnels. Donc c'est difficile professionnellement, mais c'est extrêmement satisfaisant humainement, je pense. Et inversement, les pratiques qui avaient cours, auxquelles moi j'ai été confrontée, qui consistent à donner des médicaments en surcharge, mettre en isolement, mettre en contention, laisser traîner les gens dans des couloirs ou fumer 10 paquets de clopes par jour parce que de toute façon ils sont malades et que les gens ne peuvent pas se rétablir. Techniquement, c'est pas très compliqué. Mais par contre, humainement, c'est extrêmement douloureux. Et c'est ça aussi que j'ai compris, c'est que ça faisait plaisir à personne, en fait, de faire ça. Donc voilà, les pratiques orientées le rétablissement, elles sont pas faciles à mettre en œuvre, elles sont exigeantes, mais elles sont très satisfaisantes humainement. Et c'est pour ça aussi qu'elles rassemblent autant et qu'elles mettent à ce point les gens d'accord. Après, on est dans un changement de long terme, en fait. Il ne faut pas utiliser ces mots comme si c'était une évidence, le rétablissement, la pérédance, l'espoir. On vient de loin et on a un grand chemin à parcourir. C'est normal, ça va prendre du temps. C'est normal et ça prend du temps et il y a encore des résistances. Et ce n'est pas toujours les gens qui résistent le plus dans les formations qui vont faire le moins derrière. Parfois, ça grince. En tant que personne concernée, formatrice pair, on entend des trucs qui ne sont pas toujours faciles à entendre en termes de contestation ou de remise en question de certains principes, mais ça fait partie du processus. Il y a peut-être 2 choses qui me semblent rendre l'implantation de ces pratiques un petit peu compliquée. La première, c'est que je pense qu'il y a encore un lien à faire par rapport à la prescription des médicaments ou par rapport aux soins. Comment on soigne au niveau vraiment purement médical, comment on prescrit des médicaments, comment on annonce un diagnostic, comment est-ce qu'on parle de la maladie au commencement
dans la perspective du rétablissement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on parle aux gens autant de rétablissement que de maladie. Et moi, j'ai l'impression que ceux qui récupèrent un peu les gens après le soin, ben c'est très difficile parce qu'il y a parfois des croyances très fortes qui ont été construites qui ne sont pas forcément complètement fausses. Le fait qu'on peut rechuter, le fait que les traitements permettent une régulation qui est importante, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais il faut faire attention de ne pas oublier de parler du champ des possibles. Parce que nous, on entend beaucoup, vous serez malade toute votre vie, vous ne pouvez pas... Voilà. Et donc, il faut parler des deux dès le début. Et ça pêche encore quand même. Hein. On a quand même pas mal de chemin à faire. Ensuite, la chose dont je me suis aperçue, c'est que justement parce que c'est exigeant, parce que vos métiers sont exigeants, il faut beaucoup de cohérence, il faut beaucoup d'harmonie dans les équipes, il faut du temps pour réfléchir, il faut du temps pour partager, et donc il y a besoin de temps d'analyse de pratique pour prendre du recul sur ce qu'on fait, et ça parfois on voit bien que ça manque un peu et qu'il y a des besoins qui... Voilà, et il y a beaucoup de changements, il y a les évolutions sont rapides, donc les équipes ont parfois du mal à se stabiliser et le déploiement de ces pratiques orientées rétablissement, ça nécessite une redistribution des savoirs, une redistribution des pouvoirs, un vrai dialogue entre les gens. Donc tout ça, c'est beaucoup d'intelligence humaine et pour pouvoir déployer cette intelligence humaine, il faut être bien dans son équipe, il faut être bien dans son travail et on voit quand on va faire des formations des équipes qui sont en souffrance sous certains aspects. Donc si vous voulez que les équipes aient des pratiques orientées rétablissement, chouchoutez-les, donnez-leur du temps pour réfléchir et pour s'harmoniser. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être la dernière chose, c'est fini là, non? C'est fini, hein? Mais en fait, je pense que j'ai dit ce que je voulais vous dire. Je voulais terminer par dire ce que j'apprécie le plus, peut-être ce qui me touche le plus. Pratiquement à toutes les formations que je fais, on fait un tour de table et en fait, ce que je découvre, c'est qu'autour de la table, il y a des gens qui disent, voilà, moi j'ai travaillé à tel endroit, j'ai travaillé à tel endroit et j'ai eu des pratiques. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ces pratiques, elles n'étaient pas respectueuses de la personne. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai de l'admiration pour la capacité. Ce matin, Marion Espitalier, elle disait il faut encore un peu de contestation. Ça pique de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas été bien traitant, mais le fait de s'en rendre compte, de le dire, de le partager, de le remettre en question et d'essayer de faire autrement, moi, il n'y a rien que j'admire plus comme capacité chez l'être humain. Et à chaque fois, je suis toujours excessivement touchée par ça. Et merci à tous les professionnels qui sont capables de faire ce chemin-là. Et la dernière chose, complètement hors sujet, que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, mon fils Paul a 18 ans. Voilà. Et je voudrais qu'on... Voilà. Et il a été un tel levier. C'est un tel levier pour moi dans mon parcours de rétablissement d'être sa maman que voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre à l'honneur alors que ça n'est pas du tout l'objet de cette journée. Merci. Il en a quand même de la chance, Paul, d'avoir un anniversaire avec autant d'applaudissements. On pourra témoigner. Je voulais juste peut-être terminer, on ne peut pas prolonger, mais par une question adressée à Luc qui nous a bien écoutés tout au long de cette réunion, de cette session. Qu'est-ce que les témoignages que tu viens d'entendre, Luc, t'inspirent comme réflexion justement sur l'évolution, l'implémentation, la diffusion, l'appropriation de cette notion de rétablissement, qui soit un peu universelle entre la France et le Canada, et sans doute d'autres nations. Alors, on ne t'entend pas, Luc, parce que sans doute... Excusez-moi, le micro était fermé. D'abord, merci beaucoup à Claire et Philippa. C'était vraiment intéressant. Puis beaucoup de respect pour vous autres de faire ce que vous faites. Et je pense que le message que je retiens autant au Québec ou en France et ailleurs, c'est que le train
il est rendu en très grande vitesse, il est en mouvement et puis c'est irréversible. Donc, on ne peut plus revenir aux pratiques d'antan, aux pratiques asilaires, si on peut dire, ou des pratiques plus style carcéral, c'est terminé. On est vraiment dans des soins avec respect, dignité. Et c'est ce que moi aussi, comme mes deux collègues, je prône à chaque fois que je donne une formation, à chaque fois que je suis dans les médias, à chaque fois que j'écris un livre, c'est de respect, dignité, comme le cancer, comme d'autres maladies ont le droit, nous aussi, on a le droit au même respect et à la même dignité. Merci. C'est gagné alors. On va passer donc à la session suivante qui est sous forme d'une masterclass. Merci mesdames.